Exercice 3 du sujet 2 de Polynésie 2022. Donc là ici, on retrouve un exercice sur les suites. Alors, on a un petit blabla ici de 3 lignes où on vous explique qu'on a une colonie d'oiseaux de 40 individus symbolisée par le U0 égale 40. Vous inquiétez pas si vous comprenez pas l'énoncé. Bon là ici, il faudrait faire exprès pour pas le comprendre. Mais si jamais vous avez un énoncé de 4-5 lignes qui vous semble incompréhensible, vous inquiétez pas, l'énoncé en général, il sert vraiment que dans très peu de questions. Alors, donc ici, on vous dit que U0 égale 40, UN plus 1, vous avez une formule pour le calculer en fonction de UN, où UN désigne le nombre d'individus au début de l'année 2021 plus N. On vous demande une estimation au début de l'année 2022. Bon, là ici, en gros, on vous demande de calculer tout bêtement U1. U0, c'est en 2021, U1, c'est en 2022. Le calcul de U1 nous donne 51,2. Bon, on vous demande une estimation, donc si vous répondez 51 parce qu'on parle d'un nombre d'oiseaux, on acceptera certainement la réponse. Si vous écrivez 51,2, on acceptera aussi la réponse. Bon, c'est une estimation, hein, bien entendu, on vous embêtera pas avec le détail. La question 2, elle sent venir le théorème du point fixe. On vous demande de résoudre l'équation f de x égale x. C'est comme du f de l égale l. Il y a forcément un théorème des points fixes qu'on va vous demander d'utiliser plus tard. Et donc, de coup, à ce moment-là, vous aurez déjà la réponse qui sera calculée. J'insiste sur le fait que je suis sur intervalle 0-100. Donc, ce qui me permettra donc de travailler sur mes équivalences et de garder seulement les solutions entre 0 et 100. Donc, là, ici, alors, toute petite remarque, là, ici, il y a une grosse tentation de diviser par x. Mais je vais éviter, parce que x pourrait être égal à 0. Donc, je n'ai pas le droit de diviser par 0, donc je vais m'abstenir de diviser par x. Là, ici, je ne m'embête pas, je développe. En même temps, je passe le x de l'autre côté. Je simplifie de mon mieux. Certains d'entre vous se sont peut-être déjà jetés sur le discriminant, mais ne vous précipitez pas. Vous avez une possibilité de factoriser par x. Donc, moins 0,008x plus 0,6, donc qui est égal à 0. Et donc, du coup, deux possibilités. Un produit est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, x égale 0. Ou, donc, l'autre, qui serait égal, du coup, cette équation-là égale 0, qui nous permettra de trouver x égale 75. Vous avez vos deux solutions, équation résolue. Vous me notez de côté ces deux solutions. Cette équation f de x égale x, elle a son importance. Elle va forcément servir par la suite. Donc, gardez-la de côté. Je vous rappelle encore une fois aussi que vous pouvez très bien utiliser votre calculatrice. J'ai rentré dans mon menu fonction la fonction f de x égale ceci. Ça me permet juste de gagner du temps. Déjà, en plus, ça me permet donc d'aller voir un peu à quoi elle ressemble. Donc, alors, il faut que j'ajuste vite fait. Donc là, ici, je vois qu'en plus, c'est une fonction de second degré, mais bon, ça, je savais déjà. Vous avez le mode solver, équation. Et là, ici, pour rentrer mon équation, alors, je vais utiliser le bouton var, où je vais lui demander d'utiliser la fonction qui s'appelle f de x. C'est la formule que j'ai rentrée et donc du coup il s'en est souvenu. Moi je veux f de x qui est égal à x. Voilà, ça c'est mon équation. Et je lui demande de résoudre l'équation 0 et 75. Tout va bien, c'est bien la solution qu'on a trouvée. À la question 3a, on me demande de démontrer que la fonction f est croissante sur intervalle 0-100 et de dresser son tableau de variation. Bon, les variations d'une fonction, vous ne réfléchissez pas, vous calculez la dérivée. Donc bon, là ici je ne fais pas la rédaction. Alors vous remarquez que j'ai développé f de x. Parce que là ici je pourrais dire que c'est une forme u fois v, mais c'est beaucoup plus simple de la développer sous la forme 0, enfin de développer sous une forme développée, tout bêtement. Pour avoir f' de x, donc du coup, vous avez 1,6 moins, le x carré se dérive en 2x, donc moins 0,016x. Une fois que vous avez la dérivée, vous cherchez sa racine, donc vous résolvez cette équation-là, dont la solution est x égale 100. Donc la dérivée est égale à 0 en x égale 100. C'est une fonction affine, donc décroissante, vu que vous avez ici un coefficient négatif. Donc elle va être d'abord positive, en 100 c'est égal à 0, et après 100 ça devrait être négatif. Et moi ce qui m'intéresse c'est qu'entre 0 et 100 c'est positif. Donc du coup, augmentation. Vous auriez pu travailler autrement si vous vous souvenez des fonctions de second degré, de ce que vous avez travaillé en première, avec du coup le sommet d'une parabole qui se trouve avec la petite formule suivante. Sommet de la parabole en x égale moins b sur 2a. Vous faites le calcul et vous allez retrouver la valeur 100.
que l'on peut retrouver par calcul ici. Donc là, ici, éventuellement, je vais peut-être zoomer un tout petit peu parce que l'échelle n'est pas vraiment adaptée à ce que je veux étudier. Moi, je veux l'étudier entre 0 et 100. Alors, je peux vous montrer un petit truc rapidement. Donc là, ici, si votre calculatrice est à jour, là, ici, quand vous définissez votre fonction, vous avez les petits points ici sur la droite et vous pourriez dire que vous voulez faire le domaine de tracé entre 0 et 100. Ce qui sera plus pratique du coup pour étudier le graphique. Et là, bah, vous voyez très clairement qu'elle est bien croissante entre 0 et 100. Vous avez juste le petit bout de parabole qui vous intéresse. 3b. En remarquant que un plus 1 est égal à f de un. Je remarque que un plus 1 est égal à f de un. C'est exactement la même formule, on a juste mis un à la place de x. Bon, ne vous embêtez pas à marquer quoi que ce soit là-dessus. Il n'y a aucun prof de maths qui vous enlèvera des points si vous ne justifiez pas ça. Alors, démontrer par récurrence que 0 plus petit que un, plus petit que n plus 1, plus petit que 1. Donc déjà, initialisation, très rapide. Vous avez U0 égale 40, U1 égale 51,2, vous l'aviez calculé. Donc j'ai bien 0, plus petit ou égal à U0, plus petit ou égal à U1, plus petit ou égal à 100. L'initialisation est vérifiée, enfin la propriété est vérifiée pour n égale 0. Si vous avez un certain n entier naturel tel que 0 plus petit que n, plus petit que n plus 1, plus petit que 100, alors vous avez le droit, alors vous cherchez à augmenter tout le monde d'un rang. Donc le UN, vous voulez que ça devienne UN plus 1. Le UN plus 1, que ça devienne UN plus 2. Pour passer de UN à UN plus 1, il faut appliquer la fonction f. Ben, j'applique la fonction f partout. Alors, donc f de 0. Donc je vais affirmer ici que c'est plus petit que f de UN, qui est plus petit lui-même que f de UN plus 1, qui est plus petit lui-même que f de 100. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Car je sais que f conserve l'ordre, vu qu'elle est croissante de 0 à 100. Je fais donc du coup vite fait les calculs. Je calcule f de 0, bon ça tombe bien, ça fait 0. F de un, ça nous fait un plus 1. Et j'ai calculé entre-temps f de 100 qui fait 80. 80, justement, c'est inférieur ou égal à 100. Je peux donc affirmer que ma propriété est héréditaire. Ensemble des entiers naturels. Vous n'oubliez pas votre conclusion. N'hésitez pas à utiliser le mot récurrence dans votre conclusion. Et vous dites bien surtout que cette propriété est du coup bien valable pour n'importe quel entier naturel n. Question suivante. En déduire que la suite un est convergente. C'est du classique. Alors, en déduire. Encore une fois, on a vu plein de fois cette question-là. Là, ici, vous avez un qui est plus petit que un plus 1. Donc là, ici, vous savez que un est croissante. Vous savez que tous les UN sont plus petits que 100. Donc UN est majorée. UN est croissante et majorée, elle est donc convergente. Vous arrivez à la question D, donc déterminer la limite L. Donc je rappelle que ici je sais qu'il y a une limite, mais je ne sais pas à combien est-ce qu'elle est égale. Mais là ici la question D me demande de dire quelle est cette limite. Je vous l'avais prédit, un théorème du point fixe. Je rappelle les conditions du théorème du point fixe. Première condition, il faut que votre suite soit définie par récurrence avec une fonction f. Donc f de un égale un plus 1 pour tout entier n. Il faut ensuite que cette fonction f, elle soit continue. Alors continue, attention, continue sur un ensemble qui contient toutes les valeurs un. On sait que tous les un sont entre 0 et 100. Un est continu sur, f est continu sur 0, 100. Vous avez le droit de le dire parce que f, c'est une fonction polynôme, d'accord, en tant que fonction polynôme. S'il vous plaît, évitez les phrases stupides du genre « elle est continue car elle est dérivable ». Là, ici, c'est un contresens mathématique en tant que fonction polynôme. Attention, ce théorème ne marche qu'à la condition que f est convergente. Si elle n'est pas convergente, vous oubliez le théorème du point fixe. Donc, vers une limite L, juste pour lui donner un nom, donc vous avez trois conditions à respecter. Le théorème du point fixe, alors je le rédige pas en entier, me dit que f de L égale L. Sauf que, du coup, f de L égale L, cette équation, vous l'avez déjà résolue. Rappelez-vous, question 2, vous avez fait f de x égale x. On avait trouvé les solutions 0 et 75. Mais du coup, je suis un petit peu embêté pour choisir la bonne solution. Parce que j'ai qu'une seule limite, je ne peux pas en avoir deux. Donc c'est soit 0, soit 75. Le problème, c'est que mes UN, je sais qu'ils sont entre 0 et 100 selon la question 2b. Réfléchissons 2 secondes. Je sais aussi que U0 est égal à 40. Je sais aussi que ma suite, est croissante.
Bah, du coup, U, il va toujours être plus grand que 40. Donc la seule solution acceptable, c'est 75. Encore une fois, je préviens que ça, c'est pas très bien rédigé, hein. C'est à vous de faire un effort le jour du bac. Bon, question 4, on termine avec un gentil algorithme de seuil. Donc vous voyez que ça, hein, quasiment. Alors, donc on nous demande d'exécuter seuil 100. Alors, seuil 100 qui ne renvoie aucune valeur. Ah, j'ai oublié un petit truc, excusez-moi. À la question D, on me demande d'interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Bah, dans le contexte de l'exercice, UN, ça représente quoi? Ça représente le nombre d'oiseaux. Donc, au bout d'un certain temps, le nombre d'oiseaux va tendre vers 75. Rien de plus à dire. Alors, l'exécution de seuil 100 ne renvoie aucune valeur parce que là, ici, c'est un algorithme qui va continuer tant que le U sera plus petit que 100. D'accord? Donc, ça veut dire que l'algorithme s'arrêtera le jour où vous allez dépasser 100. Ben, sauf que la limite de votre suite, c'est 75. Donc, jamais je vais dépasser 100. Donc, la réponse à pourquoi est-ce que l'algorithme ne renvoie aucune valeur, c'est parce qu'en fait, la boucle, elle va continuer sans arrêt, parce que jamais vous n'aurez eu qui ne sera pas plus petit que 100. Voilà, plus petit que 100, ce sera à vie. On me demande d'expliquer pourquoi à l'aide de la question 3. Ben voilà, c'était ça, la question 3. C'était la limite est 75, donc jamais je ne dépasse 100. Terminé pour cet exo 3. On arrive sur l'exercice 4. Donc un exercice de géométrie dans l'espace. Donc vous voyez un pavé, pardon, un cube. Donc du coup, vous savez déjà qu'on va vous demander un petit peu de repérage. Alors, repère orthonormé. Donc origine A. L'origine est ici. L'abscisse, c'est suivant AB. L'ordonnée, c'est suivant AD. Et l'altitude, suivant AE. On regarde vite fait, il y a un but à l'exercice. Vous voulez calculer de deux manières différentes la distance du point B au plan AIG. Le point B est ici, le plan AIG est ici. Donc je veux savoir quelle est la distance entre le point B et le plan. Alors pour ceux qui sont plutôt doués au niveau raisonnement, tout ce qu'il me faut, c'est réussir à trouver une droite qui passe par B et qui est orthogonale au plan AIG, trouver le point d'intersection et dire quelle est la mesure entre les deux. Vous avez déjà eu ça dans le sujet 1 d'une certaine manière. Bon, j'ai un petit peu envie de m'énerver après la question 1 où je suis désolé, mais c'est presque insultant pour vous. On vous demande sans justification, donc non, pas de souci, les coordonnées des points A, B et G. Ben, A, c'est l'origine, donc 0, 0, 0. Le point B, il y a juste un déplacement en abscisse, donc 1, 0, 0. Et le point G, donc ben, un déplacement en abscisse, un déplacement en ordonnée, un déplacement en altitude, 1, 1, 1. Super. Et en plus, on est gentil parce qu'on admet que I a pour coordonnées 1 demi 0 1. Donc 1 demi parce que c'est un demi pas en abscisse, hein, vous le voyez ici. Donc 0 pas en ordonnée et un pas en altitude. Et le point K, alors le point K donc qui est placé ici. Alors le point K c'est intéressant, c'est qu'il faut que vous sachiez bien où il est. Le point K c'est le centre du carré ADHE. Vous avez la face ADHE sur le côté ici. Le point K il est en plein centre, d'accord? Donc, pas besoin de se déplacer en abscisse. En fait, vous faites une moitié en ordonnée, une moitié en altitude. Donc 0, 1 demi, 1 demi. Donc, une question des plus sensées aurait été de vous demander les coordonnées de ce point-là. Parce que là, ici, A, B, G, c'est gratuit. On vous demande de démontrer que la droite BK est orthogonale au plan AIG. Alors déjà, BK. On parle d'orthogonalité, donc vous savez que vous utilisez les vecteurs. Vecteur BK. Donc B jusqu'à K, vous prenez les coordonnées très vite. Pour être orthogonal à un plan, il n'y a que deux méthodes pour l'avoir. C'est soit vous connaissez un vecteur normal de ce plan, c'est pas le cas, soit vous montrez que vous êtes orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Je choisis les vecteurs AI et AG, qui me sont les vecteurs les plus simples à obtenir les coordonnées. Pour montrer que le vecteur BK est orthogonal à AI et AG, vous faites le produit scalaire. Je ne détaille pas le calcul. Pour BK scalaire AI, donc ben, vous faites moins 1 fois 0,5, moins 0,5, 0,5 fois 0, 0, 0,5 fois 1, 0,5. Au final, quand vous additionnez tout, ça fera 0. Moins 0,5, plus 0, plus 0,5. Je fais la même chose avec AG, je répète, attention, il me faut deux vecteurs. Si j'en ai qu'un seul, ça suffit pas. Moins 1 fois 1, moins 1. 0,5 fois 1, 0,5. 0,5 fois 0,5, 0,5. Moins 1 plus 0,5 plus 0,5, ça fait 0. Donc là, ici, conclusion. BK est orthogonal à deux droites séquentes du plan AIG, ou bien alors sous forme de vecteur, le vecteur BK est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan AIG, donc la droite BK est orthogonale au plan AIG. C'est terminé pour cette question. À la question 3, on vous demande une équation cartésienne. Alors 2x moins y moins z égale 0. Alors vous savez que les équations cartésiennes sont de plan
dans l'espace sont de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Avec A, B, C, un vecteur normal. Alors, vous pourriez prendre le vecteur normal BK, moins 1, 0, 5, 0, 5. Vous savez que c'est un vecteur normal vu que vous avez parlé de droite orthogonale juste avant. Alors, sauf que j'aime pas les nombres à virgule et j'aime bien que le nombre devant x soit un nombre positif. Donc, petite astuce, je vais le multiplier tout ça par moins 2 et ça va me donner un autre vecteur normal que je vais appeler n, qui a pour coordonnées, donc moins 1 fois moins 2, ça fait 2, 0,5 fois moins 2, ça fait moins 1, 0,5 fois moins 2, ça fait moins 1. Voilà, c'est juste pour avoir les mêmes nombres que ceux qui m'indiquent ici. 2 moins 1, ça fait bien 2x, moins y, moins z, égale 0. Bon, vous auriez pu aussi travailler directement avec celle de BK, mais du coup, vous êtes obligé de faire une multiplication à la fin. Il vous manque le petit d, attention. Donc pour trouver le petit d, vous utilisez un point de A et G. Le point le plus simple, je prends le point A. C'est le plus simple parce que vous connaissez ces coordonnées, 0, 0, 0. Donc le point A, si vous remplacez x, y et z, ça doit marcher. 2 fois 0, moins 0, plus d égale 0. Donc d est égal à 0. Si d est égal à 0, c'est bon. Il y a une autre façon de vérifier cette équation cartésienne, c'est de dire que AIG, c'est bien un plan. Vous prenez les coordonnées de A, de I et de G, et vous vérifiez que les 3 points vérifient cette équation. Si c'est le cas, c'est bon, c'est bien une équation cartésienne de AIG. On me demande une représentation paramétrique de la droite BK. J'ai besoin d'un vecteur directeur, donc au choix. Soit vous prenez le vecteur BK, soit vous prenez le vecteur collinaire que vous aviez pris tout à l'heure. Votre droite, elle a un point de départ. Vous choisissez soit le point B, soit le point K. Le mieux, c'est de prendre le point B dont les coordonnées sont plus simples. Donc, votre point de départ, B, je remplace les coordonnées 1, 0, 0. Ensuite, j'utilise mon vecteur directeur. Donc, vecteur directeur, moins 1, 0, 5, 0, 5. Donc, moins 1 fois t, 0,5 fois t, 0,5 fois t. Donc, après simplification, vous avez la représentation paramétrique que je vais prendre. X égale 1 moins t, y égale 1 demi de t, z égale 1 demi de t. Bon, 1 demi, vous pouvez le mettre en forme décimale, 0,5. On vous demande d'en déduire le projeté orthogonal L du point B sur le plan AIG. Donc, de vérifier ses coordonnées. Alors, projeté orthogonal, vous êtes ici sur... Donc, ça, c'est la droite qui est orthogonale au plan AIG. Donc, ça, c'est ce qu'on a bien dit ici à la question 2. Vous connaissez une équation cartésienne du plan AIG. Votre point L, il est à l'intersection entre votre plan et votre droite, c'est-à-dire que vous avez un T qui va marcher tel que vous êtes bien sur cette droite-là, et en même temps, vous avez votre équation cartésienne qui est vérifiée. On va se permettre de le faire sur côté pour gagner du temps. Je remplace le x par 1 moins t, le y par 0,5 t, le z par 0,5 t. Vous faites cette petite résolution pour trouver la valeur de t qui vous convient. Ça se résout assez rapidement. Donc, vous avez ici t qui est égal à 2 tiers si vous faites cette résolution-là. Et donc, du coup, vous avez juste à remplacer le t par 2 tiers dans les coordonnées de x, y et z. Donc, y, c'est la moitié de t. Donc, la moitié de 2 tiers, c'est 1 tiers. Z, c'est la moitié de t aussi, donc 1 tiers. Et ici, c'est 1 moins 2 tiers, donc ça fait 1 tiers. Ce qui confirme bien les coordonnées voulues. On vous demande de déterminer la distance du point B au plan AIG. La distance d'un point à un plan, c'est la distance entre ce point et son projeté orthogonal sur ce plan. Donc là, ici, en gros, je suis en train de vous demander la mesure BL. Pour trouver la mesure BL, je vous rappelle les coordonnées que vous connaissez. Donc B, coordonnées 1, 0, 0, L, coordonnées 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Vous me prenez les coordonnées du vecteur très rapidement, donc ça fait moins 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et pour avoir la mesure de BL, donc c'est une petite formule, donc à partir des coordonnées du vecteur, c'est la norme du vecteur, c'est une racine carrée. Vous prenez chaque coordonnée que vous mettez au carré. Vous pouvez vous moquer des moins, hein. Là ici c'est moins 2 tiers au carré, c'est la même chose que 2 tiers au carré. Donc attention, faites-le proprement, 2 tiers au carré, surtout si vous le faites à la calculatrice, mettez-le entre parenthèses, plus 1 tiers au carré, plus 1 tiers au carré, ce que vous pouvez faire de tête. Donc ici, le 3 au carré, ça fait 9, 2 au carré, ça fait 4. Donc
calcul rapide, ça fait racine de 6 neuvième et racine de 6 sur 3, parce que racine de 9, ça fait 3. Voilà, j'ai la mesure de BL. J'ai l'impression que c'est quasiment le même que dans le sujet de l'exercice enfin, que le sujet 1 de Polynésie. Dans la partie 2, deuxième méthode, on va faire exactement la même chose avec l'objectif final de trouver BL. Vous connaissez déjà sa réponse, donc du coup, vous pouvez vérifier que vous avez la même chose. Je garde la figure à vue pour pouvoir répondre rapidement. Alors, question ici, alors ils sont super gentils, je vous le rappelle à chaque fois, le volume d'une pyramide, c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur relative à cette base. Justifiez que dans le tétraèdre ABIG, alors ABIG, qui est ABIG? ABIG, alors donc il faut réussir à visualiser la pyramide, c'est pas forcément simple. Je vais me permettre de vous la faire visualiser à partir donc du coup de GeoGebra, même si je rappelle que vous n'avez pas GeoGebra le jour de votre bac. Alors ABIG, j'ai donc ça qui me sert comme base et je fais la pyramide donc du coup qui va passer comme ça. Voilà, ça c'est le tétraèdre ABIG. Donc c'est la pyramide qui relie les points A, B, I et G. D'accord? Donc on me demande de justifier que la hauteur, donc je relis la question, que la hauteur relative à la base AIB, la hauteur relative à la base AIB, c'est donc du coup GF. GF. D'accord? Alors c'est assez simple. J'ai une hauteur, ça doit être orthogonale à la base. Ça doit passer par le sommet opposé. Donc là, ça passe par le point G, tout va bien. Elle est aussi orthogonale, donc du coup, à la face ABFE. Alors, vous pouvez considérer que vous êtes dans un cube et que c'est trivial que GF est orthogonal à la face ABFE qui est ici. Et donc, du coup, que je suis forcément orthogonal au triangle ABI qui est inclus dans la face ABFE. Donc, par conséquent, GF est la hauteur relative triangle ABI dans le tétraèdre ABIG, pardon. Hop. On vous demande d'en déduire le volume du tétraèdre ABIG. Bon, bah, c'est assez simple. Vous utilisez la formule V égale 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Juste à me permettre de compléter assez rapidement. Je vous épargne la longueur des calculs, même si vous les détaillerez le jour du bac. Donc, la hauteur, donc on avait dit que c'était FG la hauteur, donc ben, du coup, fois 1. Et l'aire du triangle AIB, donc là ici, alors, c'est un triangle, donc côté ici AB, AB fait 1, sa hauteur fait 1, donc côté fois hauteur relative divisé par 2, donc si vous voulez le détail du calcul, donc je fais 1 fois 1 divisé par 2, donc je répète, côté AB, sa hauteur ici, c'est la même mesure que BF, ça fait 1, et je divise par 2. Vous calculez ceci, vous allez trouver que ça fait 1/6 au total. On vous parle maintenant donc de AI, de IG et de AG. On vous dit qu'on connaît les mesures. Donc racine de 5 sur 2, racine de 5 sur 2 et racine de 3 pour ici le AG qui est caché derrière. On vous demande de démontrer que l'aire du triangle isocèle AIG est égale à racine de 6 sur 4 unités d'aire. On a enfin une question un tout petit peu intéressante. Alors bon, ce qui est bien, c'est d'éventuellement de représenter le triangle AIG. D'accord? Vu que vous êtes sur la face AIG, il n'y a pas de souci. Les 3 points sont sur la même face, enfin sont coplanaires. Donc vous avez deux côtés ici qui font racine de 5 sur 2, ce côté-là qui fait racine de 3. Vous pouvez imaginer ici un point au milieu. Donc vous avez le côté AG qui fait racine de 3. Alors, et là ici, il faut imaginer le point Z au milieu. Donc au milieu, comme vous êtes au milieu dans un triangle isocèle, vous savez que ici, vous allez pouvoir couper en deux petits triangles rectangles. Et moi, je veux savoir la hauteur qui est ici. Donc je vais utiliser tout simplement le théorème de Pythagore. Vous remplacez rapidement. Donc AI, vous savez que c'est racine de 5 sur 2. Donc, pardon. AZ, c'est la moitié de AC. Donc du coup, ce sera racine de 3 sur 2. IZ carré étant celui que vous cherchez. Alors, racine de 5 sur 2 au carré, ça vous fait 5 quarts, égale 3 quarts, qui doit faire IZ carré. Donc, IZ carré, vous en déduisez que IZ carré, ça va faire 2 quarts. Pour avoir IZ, vous faites la racine carrée. Donc, racine de 2 sur 4. Donc, racine de 2
je ne peux pas le calculer. Racine de 4, ça fait 2. IZ égale racine de 2 sur 2. J'ai plus qu'à calculer l'aire de ce triangle. Donc, côté fois hauteur relative divisé par 2. Racine de 3 fois racine de 2 sur 2 divisé par 2. Racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 6 sur 2. Et je divise par 2, ce qui va faire sur 4. Ce qui vous donne bien racine de 6 sur 4 unités d'air. Je dois en déduire la distance du point B au plan AIG. On utilise les résultats précédents. Je vous rappelle que vous avez calculé le volume de la pyramide, c'était 1/6. L'aire de AIG, ça fait racine de 6 sur 4. Le volume de la pyramide, normalement, c'est 1/3 fois l'aire d'une base multiplié par sa hauteur. Donc là, ici, R de la base, je vais prendre l'aire de AIG. Ça va être racine de 6 sur 4, que l'on a trouvé à la question précédente. Et même si vous ne l'avez pas à la question précédente, je vous rappelle que la solution vous était donnée. AIG, donc c'est ce triangle qui est ici. Donc si je veux sa hauteur, c'est la distance entre le point B et la face qui est ici. Tiens, justement, c'est la distance que vous voulez. Donc la distance inconnue, c'est justement la distance que vous devez utiliser dans la formule. Ben, du coup, ça vous fait une petite équation. Vous avez 1/6 qui est égal du coup à 1/3 fois racine de 6 sur 4 fois distance inconnue. Alors, je simplifie un tout petit peu. 1/3 fois racine de 6 sur 4, ça fait racine de 6 sur 12. Je vais passer vite fait le 12 de l'autre côté, donc, et la racine de 6 de l'autre côté. Je simplifie du mieux possible. Alors bon, votre calculatrice peut déjà vous aider. Alors ça fait 2 sur racine de 6. On n'aime pas les racines au dénominateur, donc je vais multiplier par la racine en haut et la racine en bas. Donc ici, ça va me faire 2 racines de 6 sur 6, si j'ai pas fait d'erreur de calcul. J'ai oublié juste une petite simplification toute bête, hein. Vous pouvez simplifier par 2, racine de 6 sur 3, et vous pouvez aller vérifier, c'est exactement le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, personnellement, je trouve que l'exercice de géométrie dans l'espace est franchement assez difficile dans ce sujet, dans le sens où vous allez un petit peu dans tous les sens. Si vous avez le temps, il est faisable, mais je préférerais personnellement faire l'exercice sur les suites qui est nettement plus classique que l'exercice de géométrie dans l'espace. Bon, bien sûr, c'est un choix personnel, c'est vous qui déciderez le jour où vous serez dans votre copie. Bon courage. Donc, je posterai mercredi soir donc la correction du sujet 1 en France métropolitaine. Et bon, ben, du coup, ceux qui passeront le sujet 2 auront peut-être ça pour les aider. On voit quand même qu'il y a une énorme ressemblance entre les deux sujets de Polynésie. Donc, ça peut être intéressant de savoir quel est le sujet 1 pour le sujet 2. Très honnêtement, on pourrait dire que c'est un petit peu injuste, désolé, mais ceux qui passent en sujet 2 ne doivent pas hésiter à en profiter.